Oh, but it would be dangerous for you, too. Yeah, but I've got to stay here. Why? Why? A wounded man, whether in attack or withdrawal, is immediately killed by any one of us. What? I know, it sounds inhuman, but so far it's paid off. Living with you here like this brings dishonor on them. And they hate any of us who give that impression to foreigners. You're a wonderful girl, Mariko. I don't want anything to happen to you. Samuel Fuller, d'abord il a commencé comme scénariste. Il y a notamment eu un coffret à Hollywood sur Samuel Fuller, et la plupart des films du coffret ne sont pas des films qu'il a réalisés, mais des films qu'il a écrits, dont un fameux film pour Archie Maillot, Confirm or Deny. C'est un ancien journaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, c'est quelqu'un qui s'intéresse au genre. Et donc, après avoir gravi certains échelons, il est passé à la mise en scène avec un petit film indépendant qui s'appelait I Shot Jesse James. Puis, son itinéraire ensuite est assez particulier dans le sens où il s'est fait connaître avec quelques films. Il a été repéré par Zanuck. Pour lui, c'était un souvenir très, très émouvant et auquel il avait énormément de respect pour Zanuck. Il trouvait que c'était un producteur qui faisait mentir la légende sur les producteurs hollywoodiens incultes, etc., que c'est quelqu'un qui avait, comme il disait, un œil vissé sur le porte-monnaie, mais qui en même temps vous donnait certaines libertés. Donc il y a eu ce passage à la Fox avec Le Démon des eaux troubles et La Maison de bambou. Et puis c'est quelqu'un ensuite qui est redevenu indépendant, donc c'est toute cette fameuse série où au générique on adorait voir, écrit, produit et réalisé par Samuel Fuller. Do anything for a fix, and then pay them to beat that dog of yours when he was a puppy. Après un terrible échec qui était Chien Blanc, qui s'est retrouvé en Europe, à Paris notamment, et qui là a eu, j'allais dire, un sort moins... D'abord en Allemagne, avec un téléfilm qui est sorti en salle, qui est un Mort d'un pigeon Beethovenstrasse, et puis à Paris, où je dirais qu'il a quand même un peu survécu, il a fait des choses pour la télévision. La dernière chose intéressante vraiment dans sa carrière étant le film Street of No Return, film très controversé, mais pour moi est quand même du pur Fuller, et qui est intéressant. Voilà. Et puis il est reparti à Hollywood, et où il est mort quelques années plus tard. Il est quelqu'un qui est connu pour son esprit d'indépendance, pour comment dire, la caractéristique très particulière de sa mise en scène. Et c'est quelqu'un qui est connu, qui était connu, adoré en Europe. Rappelons-nous quand même qu'il est dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, et Jean-Luc Godard lui demande une définition du cinéma, et le cinéma c'est motion, c'est-à-dire le mouvement et l'émotion. Fuller lui-même, il a dit dans une interview à Présence du cinéma, je me souviens, on lui demande qu'est-ce qui fait un bon metteur en scène, quelles sont les qualités que doit avoir un metteur en scène. Et il dit il faut qu'il ait un sens très précis des personnages, et il faut qu'il ait un sens extraordinaire de l'émotion. Look, I got you into this. I'll figure a story to tell Sandy. Reason why you left and didn't come back. Oh, but it would be dangerous for you, too. Yeah, but I've got to stay here. Ce qui caractérise Fuller, c'est Martin Scorsese qui le dit très bien dans la préface à ses mémoires, quand il dit que, en fait, lui, Scorsese, il adore les storyboards. Mais que les storyboards, c'est des choses où il y a simplement d'idées grossières exprimées comme ça, et qu'après, il faut développer, il faut envelopper les choses ou quoi. Et il dit qu'en fait, le cinéma de Fuller, c'est sur l'écran directement les storyboards dans leur pureté. C'est-à-dire que c'est l'essentiel, c'est l'émotion, c'est l'action, l'émotion, l'intensité. Fuller était en Angleterre, il avait été contacté par des producteurs anglais, et il voulait, déjà à l'époque, au début des années 50, donc il avait envie de faire un film en Europe. Il voulait faire un film en Angleterre sur un hold-up perpétré par des anciens GI, par des anciens soldats.
et pas des GI, des soldats. Et il voulait que le film soit interprété par Trevor Howard et Celia Johnson, et dit-il dans ses mémoires, c'était son coup de chapeau à David Lean de Brève Rencontre. Sauf que il ne s'entend pas avec les producteurs qui veulent changer son scénario, qui le trouvent trop brutal ou des choses comme ça, et que donc il est très décontenancé. À ce moment-là, raconte-t-il, il reçoit un coup de téléphone de Zanuck, qui avait beaucoup apprécié Sam pour Le Démon des eaux troubles, et qui lui dit est-ce que ça va en Angleterre ? Samuel Fuller lui dit non, ça va pas très bien. Viens faire un film pour moi. Alors, d'accord, mais donc il lui propose Soldier of Fortune, qui deviendra Le Rendez-vous de Hong Kong. Et Fuller lui dit t'as Clark Gable, lui dit Zanuck, et Fuller lui dit non, mais Soldier of Fortune, ça m'intéresse pas. Le scénario, il a déjà été fait 45 millions de fois, ça m'intéresse pas, Gable ou pas Gable, j'en veux pas. Alors ensuite, Zanuck lui dit j'ai un sujet formidable, c'est la main gauche du Seigneur, t'auras Humphrey Bogart. Et Fuller lui dit ah, ça m'intéresse beaucoup, ce qui serait bien, c'est que ce faux curé, en fait, il monte dans la hiérarchie et qu'il devienne pape. Et à ce moment-là, Zanuck lui dit oh là, tu vas nous faire interdire par l'Église. Et qu'est-ce que tu dirais de faire un film au Japon ? Et là, Samuel Fuller dit qu'il a aussitôt sauté sur l'occasion parce qu'il a toujours été fasciné par l'Orient et que c'était une occasion formidable. Et donc, à ce moment-là, en effet, Zanuck lui donne le scénario de Harry Kleiner, Street with No Name, dont le film, la première version de Keglel, La Dernière Rafale, était sortie en France. Extending across America is a street on which crime flourishes. It is the street with no name. Okay, Stokowski, dry up. Don't move. Don't move! La passion pour l'Orient, il l'a, dit-il, depuis qu'il est gamin, donc c'est quelque chose qui le fascine, mais l'Orient, il va le découvrir vraiment avec La Maison de Bambou. They're gonna get rid of me, understand? Now, what's my name? Le tournage au Japon correspond, je veux dire, il n'est absolument pas déçu par rapport à ses espérances. Du coup, il va revenir, en effet, en Orient pour des films comme China Gate ou Crimson Kimono. Encore que Crimson Kimono, une grande partie du film se passe en Amérique. Mais il est, du moins dans ces films-là, il continue à manifester sa passion pour la culture orientale. Samuel Fuller raconte dans ses mémoires qu'il va à Tokyo, il est absolument fasciné par Tokyo, il est ébloui par le paysage, il veut rendre compte de ce paysage. Ce qui est très important pour le film, c'est qu'alors qu'on lui propose les plus grands chefs opérateurs, il choisit son chef opérateur qui est Joey McDonald, il y tient. Et il veut la tonalité de couleur qu'il y aura dans le film. Living with you here like this brings dishonor on them. And they hate any of us who give that impression to foreigners. Il veut un certain réalisme. Il veut aussi rendre compte de cette espèce de douceur et d'explosion dans les couleurs. Why? Why? A wounded man, whether in attack or withdrawal, is immediately killed by any one of us. What? I know, it sounds inhuman, but so far it's paid off. La chose qui est intéressante, c'est que il l'avait déjà dit plusieurs fois, il était très ami avec Gary Cooper, et Gary Cooper voulait, paraît-il, interpréter le rôle interprété par Robert Stack. Mais, et ça c'est du pur Fuller, dès le début, il a l'idée qu'il veut tourner dans la rue. Et il veut tourner dans la rue sans que les gens, qui vont du coup devenir ses figurants, se rendent compte qu'il y a un tournage. Et il dit, bon, je voulais des acteurs grands parce que les Japonais en général sont plus petits de taille et je voulais quand même qu'on voit bien les acteurs. Mais si je mets Gary Cooper dans la rue,
Les Japonais sont très cinéphiles, à l'époque, ça va être l'émeute à chaque fois, donc c'est impossible de tourner dans la rue avec Gary Cooper sans que tout le monde s'en rende compte. Donc il veut un acteur inconnu. Et à ce moment-là, cet acteur, il le trouve grâce à son ami Bud Boyticher. Il avait fait The Bullfighter and the Lady, le fameux film avec Robert Stack. Il lui dit c'est un acteur formidable, très doué, etc. Donc Sam engage Robert Stack et c'est pas seulement une légende, ça a été avéré. Il dit lui-même, il lui met un imperméable de clodo, un vieux chapeau, et il le lâche dans la rue. Et il lui dit de marcher et puis d'approcher les gens. Et puis, donc il filme. Il va même plus loin, il raconte dans ses mémoires que à un moment donné, dans une scène, donc Robert Stack marche, et l'assistant de production japonais de Fuller crie vers la foule « Au voleur, c'est un voleur !» Et du coup, tout le monde se précipite sur Robert Stack. Évidemment, la scène, ça fait formidable, sauf que je crois que la scène, ils n'ont pas pu la garder parce qu'il y a eu un accident de tournage. Et il dit même en rigolant que Robert Stack lui en a voulu très longtemps après, mais qu'heureusement, Samuel Fuller a présenté Robert Stack, sa future femme, que donc ça a arrangé les choses. Sensational in story. As a Kimono girl joins with military intelligence and Japan security police. Donc il y avait ce souci de réalisme, et ça, il insiste beaucoup dessus. Il dit par exemple aussi que la fameuse scène où Shirley Yamaguchi longe comme ça cette espèce de quai sur ses passerelles en bois, etc., que le paysage était tellement magnifique, et qu'en fait, il pleuvait ce jour-là, et qu'il était embêté par la pluie, mais que grâce à Joey McDonald, on ne s'en rend pas compte dans le film qu'il pleut, mais qu'il voulait justement cette vérité, encore une fois, ces couleurs et tout. En plus, ce souci de réalisme et ce désir de tourner dans la rue, il va jusqu'à la scène la plus spectaculaire, qui est la scène finale, la fameuse scène avec la grande roue, le manège au milieu des gens. Et comment il fait, c'est quand même extraordinaire, c'est que, en fait, il dit qu'il cherchait avec Shirley Yamaguchi il cherchait pas avec elle, il se promenait un jour, bon, il avait dans sa tête l'idée qu'il devait trouver un endroit pour ce fameux affrontement final entre les deux personnages principaux de l'histoire, et qu'un jour, donc, il se promène avec elle, et il voit un espèce de magasin de 5 étages, et en haut du magasin, il y a une espèce de terrasse, et que cette terrasse, c'est plein d'enfants, et qu'en fait, c'est organisé cette terrasse avec donc espèce de grand manège, de grande roue, et que cette terrasse avait été organisée par le propriétaire du magasin qui disait du coup aux gens « Venez faire vos courses et pendant ce temps-là, les enfants vont s'amuser, il y a plein de jeux sur la terrasse. » Et que donc, il trouve l'endroit génial et il dit « Je veux tourner là ». Et que le propriétaire, il dit « Pas question ». Alors il demande à le rencontrer et le propriétaire lui dit « Pas question, il n'est pas question que je prive ces enfants, même pour de l'argent, de leur terrain de jeu. Ils ont besoin d'être là. » Et que Fuller, ça c'est du pur Fuller, et Fuller dit « Mais attendez, vous n'avez pas compris, je veux pas qu'ils soient privés, je veux qu'ils soient là, les enfants. Au contraire, c'est qu'on va filmer, ils vont pas comprendre ce qui se passe là-bas entre les deux, mais je veux me servir de ce merveilleux arrière-plan. » Et du coup, quand le vieux monsieur propriétaire comprend ça, il dit « Ah ben très bien, mais moi je veux être dans le film aussi. » Et du coup, il fait l'une des personnes à la fin, quand ça commence à tirer, qui crie en disant « Faites rentrer les enfants ». Et je trouve que c'est typique de Samuel Fuller. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est, vous voyez, il a... Alors donc en même temps, il a... c'est un peu ce que raconte Scorsese sur les storyboards. C'est-à-dire qu'il a l'idée de la scène, mais elle n'est pas, comment dire, figée. C'est qu'il va tirer profit d'un décor qu'il découvre, il va s'approprier le décor et il va intégrer en plus les gens qui fréquentent habituellement cet endroit pour donner de la véracité à la scène. C'est une technique, enfin c'est une façon de voir qui notamment plaisait beaucoup à la Nouvelle Vague et les a influencés, parce qu'en effet c'est le tournage dans la rue, la Maison de Bambou en est un exemple flagrant d'un bout à l'autre. Swarming modern Tokyo.
the back streets and waterways where mystery and intrigue lurk. Il écrit le scénario, donc il faut revenir quand même sur le scénario, parce que donc, on lui donne le scénario d'Harry Kleiner, et raconte-t-il, il prend le scénario, donc il le transpose au Japon, il invente une romance entre une japonaise et un américain, reprend l'idée qu'il avait pour le film anglais d'anciens de l'armée qui font des coups, et dit-il, alors il le dit lui de façon très claire, 2 fois, au moins par 2 fois, une fois dans ses mémoires et une fois dans les entretiens avec Noël Simsolo et Jean Dramoni, et il dit, et soudain, de façon inattendue, en écrivant ce scénario, j'ai écrit une scène d'amour violente entre 2 hommes. Et il va plus loin dans les entretiens avec Simsolo et Narboni, il dit « Maison de bambou, c'est l'histoire d'un homme qui est amoureux d'un autre homme, et d'un seul coup arrive un troisième homme, et il se trouve que le premier préfère le dernier homme arrivé, c'est tout. » Et à ce moment-là, il dit « C'est clair, la notion d'homosexualité, elle est dans le scénario dès le départ. » Et dit-il aussi, Zanuck s'en rend compte, l'homosexualité est tabou à Hollywood, mais Zanuck, auquel une nouvelle fois Fuller rend hommage, il était un homme intelligent, donc il s'est dit de toute façon ça passera pour une histoire de vendetta entre gangsters. La fameuse scène d'amour, c'est vrai, qui écrit cette scène très violente d'amour entre 2 hommes, c'est bien sûr la scène où Robert Ryan tue Cameron Mitchell, et la scène est assez extraordinaire d'abord. Non seulement, bon déjà, c'est du pur Fuller, le type est dans cette espèce de grand bassin en bois, et les balles font des trous, l'eau s'échappe. Et à ce moment-là, il arrive près du cadavre, et il lui caresse quasiment les cheveux, la tête, et lui dit « Pourquoi t'as fait ça ?» etc. « Tu sais, il fallait pas acheter ton Ichiban et tout. » Et il dit, à la Fuller, il dit, il y a 2 choses importantes dans la scène, c'est que c'est une scène d'amour, et puis ça prouve aussi que le type est devenu complètement cinglé. C'est-à-dire que ça y est, il a franchi un pas de non-retour, et qu'il est devenu fou. Donc, pour ce rôle, pour lui, c'est une histoire de trahison, c'est une histoire d'amour, une histoire de trahison. Donc le rôle principal, c'est bien évidemment le rôle de Sandy, donc le chef de l'organisation criminelle. Et il lui faut un acteur sur lequel tout le film va reposer. Donc il pense à Robert Ryan. Robert Ryan accepte, dit-il, même au téléphone tout de suite. Il dit à partir de là, tout allait bien. En plus, dit-il que Robert Ryan est quelqu'un, il découvre que c'est un homme extraordinaire, que c'est un homme très engagé dans des combats de gauche, et que c'est devenu un véritable ami. Le film a eu beaucoup de succès, donc je ne suis pas sûr que l'aspect, entre guillemets, homosexuel du film ait été perçu peut-être par l'ensemble du public. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le film, si vous reportez à la critique du film par Jean Domarqui dans les Cahiers du cinéma, c'est quand même que dès la sortie du film, il y a des critiques qui voient que c'est au centre du film. Donc Domarqui, il dit c'est une histoire classique, l'histoire d'un flic qui infiltre un gang, il n'y a rien de plus classique. Mais bon, il appelle sa critique d'ailleurs un tricheur de qualité. C'est-à-dire, il dit mais Fuller triche en fait, il triche tout le temps avec soi-disant c'est les codes, soi-disant on croit se reconnaître dans une situation, mais il fait autre chose, et c'est exactement ça. Donc que le public s'en soit rendu compte ou pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi je trouve que c'est très flagrant aujourd'hui quand on revoit le film. Il y a aussi le choix de l'actrice japonaise qui est importante, parce que, alors toujours la fascination de Fuller pour l'Orient, il dit qu'il arrive au Japon, il se fait projeter des films japonais, il se fait projeter ici des films de Ozu, de Mizoguchi, de Kenugasa, etc. et tout. Et il cherche, et à Hollywood, la Fox lui propose Shirley Yamaguchi, qui est mariée à un sculpteur japonais célèbre, mais qui lui dit non, je veux pas d'une japonaise américanisée, je veux une authentique. Et il repère dans les films une fille qui s'appelle Yoshiko. Alors Yoshiko, très connue parce qu'elle a fait ses débuts dans des films japonais qui étaient distribués en Chine occupée. Elle avait un nom chinois. Elle a failli se faire exécuter quand la Chine a été libérée, mais en fait, elle était d'origine japonaise. Enfin, toute une histoire.
Et donc elle a recommencé une carrière sous le nom de Shirley Yamaguchi. Et Fuller dit « Je veux cette fille ». Et la seconde lui dit « Mais écoute, arrête, c'est la fille qu'on te propose depuis des mois ». Donc il était ravi. Parce que ça aussi, dans le scénario, il le dit très important, c'est pas seulement une histoire de gangster, c'est aussi ce qui l'intéresse, parce que c'est l'Orient, c'est le choc des cultures. C'est-à-dire, c'est une romance entre un Américain et une Japonaise. Et nouveauté pour l'époque, complètement révolutionnaire, c'est que d'habitude, les histoires, les romances comme ça interraciales se finissent mal. C'est Madame Butterfly, ça ne peut pas finir bien. Starring Robert Ryan as the ruthless kingpin of Tokyo's post-war underworld. Robert Stack, swept up in the XGI's ring of violence. Shirley Yamaguchi, the geisha girl who gambled her life for a man. Fuller est assez drôle, il dit, quand les gens bien intentionnés faisaient des films comme ça sur des romances, regardez Une île au soleil, dit-il, de Robert Hossein, Belafonte et John Fondel sont soi-disant amoureux, mais ils se touchent jamais. On sent aucune passion pour eux, alors que Robert Stack is hot for Shirley Yamaguchi, et Shirley Yamaguchi, she's hot for Robert Stack. You're a wonderful girl, Mariko. I don't want anything to happen to you. Il voulait absolument, et il y tenait, qu'il y ait un happy end, c'est-à-dire qu'à la fin, ce couple mixte marche, donc il s'en aille dans le soleil levant ou couchant, je ne sais plus, mais en tous les cas de façon positive. Et il dit que c'est grâce à cette fin qui a été modifiée à la fin de Sayonara de Joshua Logan, parce que dans Sayonara, comme Madame Butterfly, la japonaise avait suicidé. Et Joshua Logan est venu voir Fuller en lui disant « ça peut marcher » et tout. Et Fuller lui a dit « mais bien sûr que… » Donc, pour lui, c'était important parce que c'était aller contre les préjugés, justement, du fait que deux cultures ne pouvaient pas cheminer ensemble. Cameron Mitchell, oui, fait partie de cet extraordinaire vivier des acteurs de second plan américains qui sont arrivés aussi plusieurs fois au premier plan et qui ont toujours, comment dire, moi je suis assez admiratif comme ça, ils sont toujours vrais, quoi. Je veux dire, ils ont toujours le geste qu'il faut, ils ont toujours, qu'on leur demande de jouer un pistolero, qu'on leur demande de jouer un banquier ou quoi, il y a une espèce de naturel formidable. Cameron Mitchell, Brad Dexter, and Sessawa Hayakawa. Et alors, il y a aussi, vous parlez du quatrième rôle, mais très intéressant quand même, dans Maison de bambou, il y a Sessue Hayakawa, hein, qui est dans le rôle du flic japonais, et Sessue Hayakawa, alors, je ne sais pas, là, par contre, on peut se poser des questions, ce qui est assez drôle, c'est que, comment dire, Fuller voulait faire ce film en Angleterre et rendre un coup de chapeau à David Lean, et 2 ans après Maison de bambou, David Lean engage Sessue Hayakawa pour le film qui va le révéler au public international, Le Pont de la rivière Kwai. Comme disait Alain Corneau à propos du film noir, les films noirs, l'ambiguïté, Dieu merci. Ce que je trouve formidable dans Maison de bambou, c'est non seulement l'ambiguïté, si on peut dire, des rapports entre Robert Ryan et Robert Stack, mais c'est l'ambiguïté un peu de tous les personnages. La fille passe pour une prostituée alors qu'elle ne l'est pas. Le type passe pour un ami alors que c'est un traître, il va finir par. Et puis les Américains sont soi-disant là pour aider le Japon à l'après-guerre, et en fait c'est leur terrain de jeu pour le gangstérisme. Et Fuller dit d'ailleurs que quand il est arrivé, c'était le premier film hollywoodien tourné au Japon, mais la population était hostile à ce tournage. Il raconte même que pour l'attaque du train, qui est le pré-générique du film, des syndicats, des gens étaient venus en disant « mais le train, là, il transporte des ouvriers tous les matins et tout, ils ne vont pas avoir de train pour aller au travail, alors comment vous allez faire ?» Et alors, il a dit « mais c'est pas grave, on les payera tous ». Et que aussi, il a dû affronter des gens qui venaient protester contre ce tournage en disant « qu'est-ce que vous voulez, hein, qu'est-ce que vous cherchez à venir faire un tournage ?» Et qu'il leur a répondu, il les a mis en sa poche en disant « ce qu'on veut, c'est de l'argent, c'est du fric. C'est-à-dire qu'on veut la même chose que vous. La différence, c'est que mes personnages, ils tuent pour ça et que vous tuerez pas et que nous, on ne tuera pas pour ça. » Il y a ça, et puis il y a autre chose aussi que je trouve très très intéressant dans Maison de bambou, c'est
Fuller, il s'est fait connaître notamment avec des films de guerre, hein, qui étaient Baïonnette au canon, J'ai vécu l'enfer de Corée, etc. C'est un des genres qu'il aime énormément. Il dit lui-même que justement, alors, dans les films de guerre, quels sont les rapports entre les hommes dans des films de guerre? Vous avez la peur au ventre pendant toute la journée, puis il y a des gens que vous supportez, des gens que vous supportez pas, et il y en a que vous aimez. Les rapports entre les hommes sont très forts et peuvent parfois être aussi très ambigus. Et cette présence de la guerre, elle est, à mon avis, très présente dans Maison de Bambou. C'est un film noir, c'est un film de gangster, mais je dirais que c'est presque un film de guerre.